Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Encore une journée qui démarre sous de bons auspices où nous allons décortiquer plusieurs sujets de la politique à la société, de l'environnement au numérique. Eh bien, nous allons interroger le monde dans tous ses états. Au menu ce matin, de la politique avec une question. La FCBE est-elle encore réellement un parti d'opposition après avoir signé un protocole d'entente avec deux formations de la mouvance présidentielle? Un choix stratégique ou une manœuvre qui fragilise davantage une opposition déjà en difficulté? On en parle. On parlera aussi santé, manger équilibré. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quels aliments éviter? Pourquoi se méfier des produits ultra transformés? Et surtout, comment bien manger même avec peu de moyens? Notre chroniqueuse santé nous donnera des conseils. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des langues des signes. L'occasion de plonger dans cet univers riche, visuel et pluriel et de comprendre pourquoi cette langue n'est toujours pas encore officiellement reconnue dans notre pays. Enfin, focus sur les réseaux sociaux. Comment les plateformes réussissent à vous garder scotché des heures entières derrière vos écrans. Ce sont des algorithmes et des bulles de filtre qui décident du contenu que vous consommez. On vous explique leurs pièges et comment en sortir. Bonjour le Bénin, tout de suite et maintenant le premier rendez-vous de l'actualité sur Bénin TV. C'est le bulletin d'information, une présentation de Génial Afouda Mossi Abouka. Bonjour Génial. Bonjour Armand. À vous l'antenne. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin Cap sur Parakou pour démarrer. Parakou, où les populations se préparent activement à accueillir l'investiture du duo candidat de la majorité présidentielle annoncée pour le 4 octobre prochain. Alors, justement, où en sont les préparatifs et pourquoi avoir choisi Parakou pour abriter l'événement? Gérard Benonchi donne ici des détails au micro de Mathieu Sokenou et Rachida Bioman. Nous sommes passés à la mise sur pied d'un comité d'organisation de l'investiture du duo candidat qui est coiffé par un comité de supervision où sont présents les présidents des deux grands partis de la majorité présidentielle et aussi le candidat. En dessous de ça, il y a le comité exécutif qui a éclaté donc, en plusieurs sous-comités pour permettre que tous les aspects de la cérémonie soient pris en compte. Tout se passe bien, tout est en marche pour que nous ayons une belle cérémonie d'investiture. On a choisi Parakou parce que c'est une grande ville du pays. Et nous avons voulu aussi que cette partie du pays reçoive le choix du candidat comme étant aussi son choix. Et nous avons beaucoup de militants qui ont réclamé cela, qu'on ne concentre pas tout sur Cotonou. Nous avons voulu quand même que le candidat aille à l'intérieur. Et puis, je pense que vous verrez, on met les petits plats dans les grands pour que cette fête soit donc d'une beauté extraordinaire et marque les esprits. Et il faut que les populations de Parakou sortent pour venir autour du stade municipal de Parakou pour que nous fêtions ensemble cette investiture. Et au fur et à mesure que la présidentielle d'avril 2026 approche, les réactions se multiplient, y compris au-delà des frontières. Depuis la diaspora ivoirienne, un opérateur économique salue le choix de Mariam Tchabi Talata comme colistière du ministre d'État Romuald Wadaïn. Pour lui, ce duo incarne stabilité, compétence et vision stratégique. Il faut savoir que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle code. Et aujourd'hui, Mme Talata, avec son expérience, vraiment peut accompagner le ministre Romuald Wadaïn. Elle travaille déjà beaucoup avec la jeunesse partout sur le territoire. La jeunesse a besoin de cette sagesse, de cette expérience. La jeunesse a besoin d'elle pour vraiment conduire le navire béninois à bon port. C'est vraiment une femme battante, c'est une femme qui est constamment sur le terrain. Et j'en veux pour preuve le 14 mai 2022. Elle était de passage en Côte d'Ivoire. À l'époque, moi j'étais vice-consul. Elle n'a pas hésité une seconde pour répondre à l'appel de la communauté pour l'installation des chefs coutumiers. Tout comme elle a bien fonctionné avec talent, je pense qu'on doit donner la chance au ministre Romuald Wadaïn et Mme Talata.
Et parlant toujours de candidature à une élection, le reportage que vous allez suivre s'intéresse à un document essentiel, le quitus fiscal. De quoi s'agit-il concrètement? Qui peut l'obtenir et surtout, quelles sont les démarches à mener pour l'avoir? Élément de réponse avec Ariane Da Silva et Élisée Desbriand. Quand on est au régime du réel, c'est décomposé en cours de sous-régime. Le mercredi, dans ce cabinet fiscal de Cotonou, c'est un jour de formation pour les plus jeunes. Quand on est à l'impôt sur les sociétés. Ici, chaque aspect du métier de fiscaliste est passé au peigne fin. Le fiscaliste, c'est le spécialiste du droit fiscal, mais aussi de la comptabilité et de la gestion. Il peut donc expliquer avec aisance ce qu'est le quitus fiscal. Un quitus fiscal, avant tout, est un document administratif délivré par l'administration fiscale aux contribuables et qui consiste à montrer la régularité dans le paiement des impôts. Donc, on demande un quitus fiscal dès lors qu'on sait qu'on est à jour dans le paiement des impôts. Mais qui peut demander un quitus fiscal? Peut demander un quitus fiscal une personne physique, le ministre, nous avons le député, nous avons l'exploitant individuel, nous avons l'agriculteur individuel, nous avons l'éleveur, nous avons le garagiste, nous avons également les personnes morales, sociétés. Nous avons également les représentants des personnes physiques ou des personnes morales. Je vais nommer ici par exemple une société étrangère qui a un siège au Bénin. Pour obtenir le quitus fiscal, chaque acteur de cette chaîne doit être à jour de ses impôts. Je prends un salarié par exemple qui a son salaire, on doit pouvoir faire des prélèvements sur son salaire, les reverser pour son compte. Et s'il veut avoir le quitus fiscal, il fait la demande. Cela suppose pas qu'on a retenu alors l'ITS sur son salaire, on a reversé cela pour son compte. Dans ce cas, il peut faire la demande. Je prends également une entreprise, tout moins le salarié, ce même salarié-là, par exemple, qui aurait un véhicule. S'il a un véhicule, il va falloir quand même qu'il paye la TVM. Si vous ne payez pas la TVM, vous ne pouvez pas également prendre votre quitus fiscal. Donc, c'est le lieu de rappeler aux acteurs que si vous avez un véhicule, que vous avez vendu le véhicule, que vous n'avez pas fait la mutation du véhicule, la TVM viendra toujours en votre nom. Et donc, cela voudrait dire qu'au moment où vous allez chercher à prendre le quitus fiscal, on vous dira tel véhicule, c'est en votre nom, vous n'avez pas payé la TVM. Vous avez également un terrain bâti, non bâti, d'accord, il y a alors les impôts sur le foncier. Si vous n'êtes pas à jour, vous ne pouvez pas également prendre alors le quitus fiscal. Vous êtes également un actionnaire dans une entreprise, par exemple, et on vous reverse des dividendes, vous avez normalement l'obligation de payer des impôts par rapport aux dividendes, et quand vous ne les payez pas, vous ne pouvez pas réclamer le quitus fiscal. Donc, il faut déclarer et il faut payer les impôts avant de demander alors le quitus fiscal. Le quitus fiscal est aussi un document constitutif du dossier de candidature dans le cadre des élections générales de 2026. À cet effet, l'administration fiscale invite les potentiels candidats à demander individuellement leur quitus fiscal en ligne via la plateforme quitus.impo.bj. Instant bilan pour la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO qui a fait le tour des 16 royaumes officiellement reconnus pour la mise en place des points focaux de cette organisation. Objectif, permettre aux chefferies traditionnelles de bénéficier des appuis de l'institution. Au terme d'une tournée qui a duré 2 mois, Gabin Aloyon, chef de la délégation, fait un bilan satisfaisant. Il est au micro de Jean-Claude James. Un bilan globalement satisfaisant. Je m'en voudrais de ne pas dire toute la gratitude de l'Afrique et singulièrement du Bénin au gouvernement du président Patrice Talon. C'est une innovation. C'est le Bénin qui a commencé par installer des points focaux UNESCO dans les royaumes de son pays pour la durabilité des initiatives, parce que les palais royaux sont figés. Donc les clubs UNESCO, les associations UNESCO des palais royaux sont des associations pérennes, sont des clubs pérennes. Et l'objectif consiste à donner de la matière à l'UNESCO, vu le nouveau mandat qui se dessine, pour s'essayer également
dans une nouvelle dimension de la mobilisation de la finance internationale au profit du développement endogène. L'UNESCO prévoit des fonds culturels d'une dimension inqualifiable, mais qui ne profitent pas à notre pays. Et il faut que nous essayions d'aller puiser dans ça. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karim, a accompagné l'initiative au nom du gouvernement. Et nous sommes au terme de ce périple. Donc il faut saluer l'effort du gouvernement. Et dans l'ensemble, les rois ont béni l'initiative et attendent que nous leur revenions avec l'effectivité des promesses faites. C'est pour ça que nous devons nous atteler rapidement à rendre compte à qui de droit visant à informer le Conseil des ministres à bonne date pour la prise de décision effective. Pratiquement toute l'Amérique latine, tous les États d'Asie et tous les États d'Afrique sont déjà derrière notre candidat. Et nous estimons que ce n'est pas un Africain qui gagne, c'est un citoyen du monde. Alors donc, il faut quelqu'un, un sachant de la maison, qui connaît déjà les problèmes de la maison, qui puisse les apporter des solutions. Firmin Edouard Matoko a passé 35 ans dans l'UNESCO. Les rois ont suffisamment prié pour ça. Les rois l'ont adopté déjà. Les 16 rois n'attendent que le 6 octobre pour nous dire, notre fils, nous te l'avons dit, avais-tu cru en cela? C'est notre manière d'apporter notre touche à la diplomatie béninoise. L'État a donné des moyens, un siège, un budget. Notre contribution, c'est d'amener l'État béninois à être présent au Conseil des autres nations. Et je voudrais remercier toute mon équipe au niveau de la Fédération béninoise. Je voudrais m'adresser à la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. En 2026, il faut aussi s'approcher des mairies, installer des points focaux UNESCO. Déjà en novembre prochain, après la conférence générale à Ouzbékistan, en Asie centrale, le président de la Fédération mondiale des associations et clubs pour l'UNESCO va fouler le sol africain à travers le Bénin. C'est historique. La seule chose qui reste, c'est que nous parvenions à enclencher avec effectivité la construction du siège continental sur le sol d'Abomey-Calavi, comme l'a voulu le gouvernement. Et nous en voudrions une fois encore de ne pas remercier le président Patrice Talon. Nous sommes à la journée internationale de la paix. Nous en voudrions de ne pas souhaiter la paix pour notre pays. On vous emmène à présent à la découverte d'une danse traditionnelle en voie de disparition à Segbana, un patrimoine culturel que veut désormais valoriser l'ONG Felika. Elle a organisé à cet effet la première édition du festival consacré à cette danse pour sonner la mobilisation. Nestor Sela et Judika Alaïna. Le patrimoine culturel des Baux s'enrichit avec le retour de la danse Lillet sur scène. À l'aide des bois, c'est une danse exécutée pour honorer les autorités traditionnelles et religieuses de la communauté Baux. L'ONG Feleka a constaté que la danse Lillet, qui est une pratique de nos ancêtres, qui est en train de disparaître à petits coups, puisque dans la plupart des régions Baux, on ne constate plus cette danse traditionnelle-là. Alors qu'avant, nos grands-parents pratiquaient cette danse-là dans le mois lunaire de la Gani. Et l'ONG Feleka, ayant constaté la disparition, a voulu ressusciter cette danse traditionnelle-là en organisant le Lillet. Je veux dire à la population de Segbana, les Baux de la commune de Segbana, que nous pouvons restaurer nos cultures, nos valeurs traditionnelles. Ensemble, nous pouvons mieux faire. La mobilisation des Baux devant le palais royal est un signe que tous sont prêts pour la sauvegarde de leur tradition. Les danses traditionnelles sont en train de disparaître au profit de la danse moderne un peu partout. À tout moment, c'est des musiques modernes. Il n'y a plus de danse traditionnelle. C'est pour cela que cette fête a été organisée pour ressusciter nos danses traditionnelles. Pratiquement le Lillet qui est en train de partir dans la commune de Segbana. Nous avons organisé cette danse aujourd'hui pour que toute la commune de Segbana, les jeunes comme les vieilles, les vieux, tous ont été présents pour pouvoir assister à cette danse qui est en train de disparaître dans la commune de Segbana.
une fois informé de l'initiative de l'ONG Feleka, le docteur Bani Samari Seydou n'a pas hésité à vraiment parrainer l'événement. Pour cela, je tiens à le féliciter et je tiens également à dire merci à toutes les têtes couronnées qui ont accepté de se réunir pour galvaniser cet événement qui est en voie de disparition. L'ONG Feleka dit non à la disparition de la danse lillet. La Gani 2025, on en parle encore, a mobilisé du monde au Palais Royal de Parakou, un moment de fête, de rituel et de promotion de la culture. À cette cérémonie ont pris part des autorités politiques et administratives. Enoch Mpati. Noir de monde, l'esplanade du Palais Royal des Koboro a vibré au rythme de la Gani 2025. Du parcours rituel du roi aux allégeances et à la grande cavalcade, tous les temps forts ont marqué cette fête spectaculaire. Nous sommes très heureux pour le monde que nous avons aujourd'hui, parce que ce n'était pas comme ça. Maintenant, avec l'entente que nous avons entre les chefferies traditionnelles et aussi ce que nos autorités ont demandé, qui est l'union entre nous, qui est la paix et la solidarité. C'est sur cette base que nous fêtons aujourd'hui. Voilà un royaume qui n'est pas Ouassangari, mais qui a les mêmes cultures que le royaume Ouassangari. Les grandes manifestations dans le territoire Batonou, dans l'ère culturelle Batonou, c'est par, disons, magnanimité qu'on laisse la place à beaucoup. Parce que c'est Parakou qui abrite la majorité des cavaliers. Le succès de cette édition doit beaucoup au soutien du gouvernement. Nous avons sollicité l'aide du chef de l'État qui nous a répondu au-delà de nos attentes. Nous sommes très satisfaits et remercions le président grâce à qui cette Gani a pu se célébrer avec faste. C'est le lieu de remercier le gouvernement et le président. C'est pas quelque chose qui a été fait que reste à faire. Donc je suis venu ici pour rassurer le roi, rassurer la cour, que dans les jours à venir, la cour ne sera pas oubliée. Deuxièmement, je suis venu ici pour recevoir la bénédiction royale, pour mettre dans la main de Dieu Tout-Puissant et dans la main des membres de nos ancêtres le candidat choisi par la mouvance présidentielle, appuyé par le président Patrice Talon, le jeune dynamique ministre Wadaï. Et pour boucler la célébration, un concert est prévu avec une ambiance garantie pour les jeunes et les femmes de la cité et ses environs. Direction Avrancourt, où une nouvelle bibliothèque moderne vient d'être inaugurée grâce à l'ONG EcoStyle EVI, un espace pour faire des recherches documentaires et apprendre en ligne. Le point avec Vitis Aroré et Michel Aigué. La bibliothèque Vidécom Sisa Wendoji, commune d'Avrancourt, s'ouvre aux apprenants et aux enseignants. Sa construction est l'œuvre de l'ONG EcoStyle EVI, en collaboration avec plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Je fus apprenant dans ce milieu, on a traversé des situations très difficiles et pour cela l'idée est venue qu'il faut accompagner les apprenants en situation difficile, en l'occurrence pour leur permettre d'être documentés non seulement en outils didactiques mais aussi en outils informatiques afin qu'ils puissent faire leurs recherches, leur faciliter un peu la tâche parce que l'apprentissage, je crois, c'est la clé de la réussite. Les parents éprouvent d'énormes difficultés pour payer les documents aux enfants. Et cette difficulté, les enseignants aussi sentent ça dans leur travail. C'est ça qui nous a poussés à lancer ce projet. Je voudrais aussi profiter pour lancer un appel aux parents de laisser les enfants venir se cultiver dans cette bibliothèque. Pour l'ONG EcoStyle EVI, l'éducation constitue le socle essentiel de toute société. Et construire une bibliothèque dans ce village d'Avrancourt, c'est une porte ouverte sur le monde. C'est une pierre fondamentale pour l'éducation des apprenants. Raison pour laquelle l'ONG EcoStyle EVI, en collaboration avec l'ONG La Nouvelle Génération, a tout fait pour mettre sur pied cette bibliothèque dotée d'outils informatiques
et didactique. Projekt ermöglicht haben. Une bibliothèque accueillie comme un véritable joyau dans la localité de Wendodji par la population. Ouvrir une bibliothèque, c'est permettre à des générations de profiter de ce qui se cache dans les livres. C'est repousser les frontières de l'ignorance. Celui qui fuit les livres finira par obéir à ceux qui les ont lus, a affirmé Umberto Eco. Au nom du conseil communal d'Avrancourt et à mon nom personnel, je tiens à exprimer toute notre reconnaissance aux différents partenaires qui ont permis la construction de cette infrastructure moderne, son équipement en outils didactiques et informatiques, ainsi que la mise à disposition d'ouvrages de qualité. L'ONG Ecosti Lévis et ses partenaires prévoient d'autres actions de développement dans la commune d'Avrancourt. Voilà, ce sera tout pour ce 7h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même canal. Merci beaucoup à vous, Génial. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Mais avant que vous ne partiez, Génial, aujourd'hui, c'est le 23 septembre, c'est la journée internationale de la langue des signes. Oui, vous avez quelques petites notions? Non, mais je sens que vous allez m'apprendre quelque chose. On va essayer. N'est-ce pas? Vous ne savez même pas dire bonjour et c'est vous qui... Oh, que si, je sais dire bonjour, à tout le moins. Ah ouais? Oui, j'ai reçu quelques cours express de Timothée Riomi. On essaye quelque chose? Je pense que bonjour, c'est... Attention. Hein. Tout le monde nous regarde, n'est-ce pas? Mais je pense que ça fait ça, ça et puis ça. En plus, c'est vrai. N'est-ce pas? Parce que je l'ai vu faire. N'est-ce pas? Voilà, donc vous êtes fort. 10 Alors, merci, Génial. À demain. À demain. Écoutez, ou plutôt non, regardez. Regardez pour comprendre. Les mains, le visage, le corps, les mots deviennent images et mouvements comme des protestations à tour de bras, les yeux dans les yeux. Et si vous ne l'avez pas noté, aujourd'hui, c'est la journée internationale des langues des signes, l'occasion de plonger dans cet univers des sourds, des malentendants, bien évidemment, des malentendants et de ces langues, puisqu'il faut utiliser le pluriel. Le pluriel est essentiel car les signes ne sont pas toujours identiques en fonction des cultures et des régions. Aujourd'hui, on essaie d'en savoir un peu plus sur ce moyen de communication, des raisons qui fondent sa non-reconnaissance comme langue officielle, et avec un peu de chance, on pourra apprendre ou prendre quelques cours gratuits. C'est l'événement à la une de ce mardi. Événement à la une, c'est avec Patrick Diossou. Patrick? Oui, bonjour, Herman Rodrigue Amega. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Je n'imagine pas ce que ça va donner de dire Rodrigue, mais on va pouvoir le demander tout à l'heure aux professionnels, au Podia Amégan. Comment est-ce qu'on traduit les noms de famille, les prénoms? Est-ce que ça subit le même traitement que les mots ordinaires pour désigner, on va dire, des réalités du quotidien? On va pouvoir demander cela aux professionnels, n'est-ce pas? Oui, on va le demander à M. Eriomi, qui est un spécialiste que tout le monde connaît à la télé parce que c'est lui, le monsieur qui parle avec les mains. Aujourd'hui, on est le 23 septembre, comme tu l'as dit, 23 septembre 2025. C'est la 8e édition de la Journée mondiale de la langue des signes. Et nous avons un invité, Timothée Riomi. Vous allez présenter, enfin nous dire, vous allez dire à l'invité que nous lui souhaitons la bienvenue. Il s'appelle William Loko Roka. Il est le secrétaire général de l'Association nationale des sourds du Bénin, ANSB. Et cette association s'occupe de tous ceux qui sont malentendants à travers tout le Bénin. Nous allons lui poser la première question. Monsieur Riomi se charge de nous faire la traduction. Oui. La première question, qu'est-ce que c'est la langue des signes? La langue des signes, c'est une langue parlée par les sourds, les personnes déficientes auditives partout dans le monde. Ça se fait par les mains et des gestes, le corps aussi. D'accord. Ce sont des gestes et ça se fait par les mains, ça se fait. C'est le cœur aussi qui parle. Oui. Alors nous allons suivre un élément qui nous plonge un peu dans le parcours qu'on peut retrouver dans une école, dans un centre de langue des signes. C'est un élément fait par M. Timothée Riomi.
Notre établissement, c'est une école spécialisée qui s'occupe que des enfants handicapés auditifs. Cependant, il y a quelques enfants entendants qui sont avec nous, tout juste pour accompagner leurs frères handicapés auditifs. Nous travaillons comme tout autre, mais c'est la langue de signes qui est notre outil de travail réel. Et pour véhiculer le message, il faut nécessairement que l'enseignant puisse maîtriser la langue de signes. Nous sommes en présence des enfants handicapés auditifs, mais ils sont aussi des enfants comme tout autre qui doivent aller à l'école, qui doivent aussi faire des formations sur tout ça là, mais spécialement en langue de signes. Maintenant, nous constatons ici chez nous à l'école des sourds d'Accra, la plupart des enfants, quand on les présente, nous avons souvent un pourcentage qui tourne aux environs de 100%, soit c'est 80% ou 100%. Ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, les enfants évoluent. Ils évoluent et c'est déjà un défi pour nous. Oui, c'est déjà un défi, un grand défi pour pouvoir rendre ces enfants autonomes dans la société. Monsieur Lokoroka, nous sommes à la journée internationale de la langue des signes. Quel est l'objectif principal de cette journée? Comment on peut percevoir cette journée lorsqu'on est personne malentendante ou lorsqu'on est personne qui entend tout simplement? La journée internationale de la langue des signes a été instituée par les Nations Unies en 2017 sous l'impulsion de la Fédération mondiale des sourds. L'objectif principal de cette journée, c'est travailler pour la visibilité des personnes qui parlent cette langue partout dans le monde. C'est l'occasion pour nous, les sourds, de mener des plaidoyers comme ce matin ici, pour que nous connaissions le monde des sourds et prendre l'aide aux personnes déficientes auditives au sérieux dans notre pays. Parce que, comme vous voyez, aller à l'école, ce n'est pas une chose facile. Oui, c'est vrai. Les parents n'ont pas toujours les moyens. Depuis l'arrivée du président Talon, beaucoup de choses ont été faites, notamment la prise des décrets d'application qui permettent aujourd'hui aux écoles, aux personnes handicapées en général d'espérer quelque chose du gouvernement. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous organisez, vous qui êtes dans l'association, excusez, je vais y venir, l'Association nationale des personnes sourdes du Bénin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est organisé en cette journée spécialement ou en d'autres journées pour célébrer cette journée mondiale de la langue des signes? Ben, le samedi 27. Oui. Le samedi prochain. Le samedi prochain, oui. Nous organisons une journée de célébration dans les murs de l'école béninoise pour les sourds, à Cogbato. Oui. Cette journée, on va faire des communications. Oui. Des communications. Les autorités sont invitées à s'asseoir avec nous pour un débat. D'accord. À cette occasion, sans suivi, des réjouissances. D'accord. Alors, Monsieur William Lokoroka, nous avons fait un deuxième élément qui nous permet de nous asseoir encore davantage dans l'univers des malentendants. C'est un élément fait par Monsieur Timothée Riomi. On va suivre le deuxième élément. Nous sommes réellement accompagnés par plusieurs fondations. Nous venons même de finir avec un projet qui est déficience AO pour
il y a partage d'expérience avec plusieurs pays à la fois, à savoir le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo. Dans le projet Déficience AO, il y a un atelier spécialement qui concerne la sensibilisation. Et ça, là, ça s'est fait. Nous avons invité la plupart des structures qui interviennent en langue de signes, du nord au sud, du sud à l'ouest. Tous étaient venus ici pour une journée spéciale que nous avons appelée Atelier National, où tout le monde était là pour qu'on puisse leur aider à sensibiliser de part et d'autre, à sensibiliser l'environnement pour qu'ils sachent que la langue de signes est une obligation pour chacun d'eux, surtout ceux-là qui ont des enfants handicapés auditifs. C'est indispensable. Il faut nécessairement que l'État puisse nous aider à vulgariser réellement la langue de signes et il faudrait qu'ils arrivent à accepter. Sans ça, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pouvons pas communiquer avec les personnes handicapées auditives. Alors, l'élément parlait des différents partenaires qui accompagnent ces enfants, les enfants malentendants. L'urgence de sensibiliser par rapport à l'utilisation, à l'usage de la langue des signes. Monsieur Ruka, lorsque nous nous enseignons toujours par rapport à cette langue, quels sont les principaux défis et les obstacles qui peuvent ralentir l'utilisation de la langue, les défis auxquels vous êtes confrontés? La défi d'abord, au Bénin, a besoin de beaucoup d'équipements. D'accord. De matériel didactique. Comme malheureusement que nous n'avons pas, c'est seulement ce matériel qui peut aider à mieux travailler dans les salles de classe. Par exemple, projection. Oui. Matériel de projection. Oui. Ordinateur. Vidéoprojecteur. Accueillir ce matériel n'a pas donné d'avance. D'accord. C'est difficile. L'équipement des écoles est un défi. Aussi, l'inclusion. Comment nous y mettons actuellement? On est un peu mal parti, mais quand même, on avance. Oui, il y a eu de l'avancement, d'accord. Oui. Alors, présentement, s'il faut faire le bilan, on est à quelle étape? Les résultats attendus par rapport à cette journée, et puis s'il faut faire tout le bilan de tout ce qui a été retenu, on peut dire quoi par rapport à la journée internationale de la langue des signes? Notre pays revient de loin. Oui. De loin, d'accord. La langue des signes est arrivée au Bénin en 1977. Aujourd'hui, beaucoup de chemin a été parcouru. Oui. Avec la signature de la loi 2017 par l'Assemblée nationale. Oui. Puis la décret d'application par le chef d'État. Hein? Oui. Donc, les choses vont prendre autour de nous. D'accord. Vous voyez déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur un plateau de télé avec un journaliste que l'État a bien voulu accepter dans votre télévision. Oui. C'est pas ainsi. Ce n'était pas évident. Donc, il y a des avancées notables. Oui. Donc, chaque jour, les sous peuvent suivre le journal à la télé. Oui. C'est aussi un pas. Il y a des sous à l'université. Oui. Il y a des sous à l'université. D'accord. Des sous patrons d'atelier. Des directeurs d'école comme moi-même. D'accord. Donc, on a beaucoup avancé. Beaucoup. Donc, nous remercions le chef de l'État, son gouvernement, notre ministre, la direction des personnes handicapées pour tout ce qu'ils font pour les sous au Bénin. Oui. Monsieur on a bien envie de vous écouter, vous aussi, sur le plateau. Monsieur Timothée Eriomi, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que la langue des signes, déjà on parle de journée des langues des signes, puisqu'il y a
plusieurs langues des signes, un peu comme dans la culture du parler. Les langues des signes varient en fonction, on va dire, des cultures, des civilisations. Ça, les mêmes gestes ne traduisent pas toujours les mêmes réalités dans d'autres pays dans le monde. Pourquoi est-ce que cette langue n'est pas encore reconnue officiellement dans notre pays, quand on sait qu'en Afrique, il n'y a que 4 pays qui l'ont reconnue officiellement, notamment le Kenya, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Et ce sont des pays qui sont dans la corne de l'Afrique. Merci beaucoup, M. Herman. Cette question m'envoie loin, mais ce que je peux dire tout de suite, c'est que le dossier de la reconnaissance de la langue des signes est déposé déjà une fois au moins sur la table des députés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais le dire. D'accord, mais quand on voit chaque soir aux 20h traduire le journal pour les personnes malentendantes et pour les sourds, on s'imagine que, évidemment, l'importance de cette langue-là n'est plus à démontrer. Vous êtes sur toutes les grandes manifestations, chaque fois quand le chef de l'État veut prononcer un discours, quand il y a des grandes manifestations nationales, on trouve le moyen, évidemment, d'intégrer les personnes malentendantes en vous faisant, justement, traduire tout ce qui se dit à la télé. C'est exact. Et là, j'en profite pour dire merci à la SRTB pour tout ce que vous faites pour nous. Ben, c'est vrai, mais loin de là. Il existe des écoles primaires, secondaires, et à l'université aussi. Il existe des universités pour les personnes sourdes. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais dire un chauffeur sans permis? Il conduit bien, mais il n'a pas le visa qu'il faut, il n'a pas le permis. Alors, je pense que c'est un appel que vous lancez ainsi pour que le gouvernement, qui nous voit, qui nous écoute déjà, puisse quand même faire quelque chose afin que cette langue-là soit officiellement reconnue au Bénin. Et qu'est-ce qui bloque? Pas qu'au Bénin, en Afrique francophone en général, on a l'impression qu'il y a un blocage alors qu'on estime à 8 millions le nombre de personnes malentendantes, on va dire, dans l'espace francophone. Hier, ce n'était pas ainsi. On n'entendait pas parler. Je me rappelle, quand nous étions à l'école, on dit, moi, je vais apprendre la langue des signes. Plusieurs disaient, mais tu n'es pas personne sourde. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette langue-là? Donc, petitement, vous voyez que ça prend. Ça prend. Mais je pense que d'ici à là, cela sera reconnu un peu partout dans le monde. Merci. Oui, je ne pourrais pas continuer comme lui, mais je voudrais dire quand même merci. Je crois, oui. Merci pour être venu nous voir. Et nous soulignons que la journée mondiale la journée mondiale des sourds, la JMS, a lieu les derniers samedis du mois de septembre. Donc, ça, c'est la journée mondiale des sourds, dernier samedi du mois de septembre. Donc, c'est le samedi prochain, le 27 septembre, oui, 27 septembre 2025, qui sera la journée mondiale des sourds. Elle est différente de la journée de la langue des signes qui a lieu le 23 septembre. Et le 27 septembre prochain, il y a une manifestation à l'école des sourds et il vient de nous l'annoncer. Tout le monde y est invité. Tout le monde est invité à cette manifestation parce qu'il y aura un débat qui va permettre aux personnes malentendantes de dire ce qu'elles ont dans leur fort intérieur. Elles pourront dire, elles pourront parler avec les mains et ceux qui sont là pourront entendre avec les yeux. Très bien. Merci beaucoup. Allez, j'avais annoncé qu'on pourra éventuellement prendre quelques cours avant de boucler ce plateau. Peut-être M. Riomi va nous donner un cours gratuit. On a pu apprendre à dire bonjour en express. Je pense que si je n'ai pas oublié, ça fait ça, ça et puis ça. Donc, comme une célébration à la Kylian Mbappé. Donc, on se souvient de Mbappé et puis c'est bon. Monsieur Riomi, qu'est-ce que vous nous apprenez avant de partir? A dit pourquoi pas merci? On va apprendre à dire merci. D'accord. Alors merci. Il y a merci dans merci. D'accord. Alors je dis merci. D'accord. Là. Merci. Oui, ça part des lèvres, ça va vers le devant. D'accord. Merci. Merci. Alors pourquoi merci dans merci? Quand M. Herman m'offre quelque chose et mon cœur est dans la joie, je lui dis merci. Avec sourire aux lèvres. Merci. Voilà, un grand merci. Voilà. D'accord. Merci. Et je vais vous raconter la petite anecdote. Souvent, vous n'êtes pas
à la régie, Monsieur Riomi, quand le journal est en cours. Mais sachez que lorsque vous traduisez le journal et que le présentateur dit merci, généralement le réalisateur attend le geste final, puisque vous avez un geste mythique que vous faites. Je pense que c'est comme ça. On attend que ce geste puisse sortir avant de rendre l'antenne. Et ce geste-là, c'est quoi? Ça dit félicitations du courage. D'accord. Parce que quand vous applaudissez, la personne handicapée auditive n'entend pas. D'accord. Alors donc, quand on lui fait comme ceci, c'est qu'on l'encourage. Une manière de lui dire félicitations. Donc, généralement, quand vous faites ça, nous-mêmes, on sait que c'est fini la traduction. Voilà, c'est ça. Félicitations. Et il y a la réalisatrice Christelle Savouran qui me souffle dans l'oreille de vous demander comment est-ce qu'on dit « je t'aime ». Je ne sais pas si elle est amoureuse. Alors, je t'aime dans quel sens? Je t'aime parce que je suis je t'aime mon amoureux. En amoureux. Je t'aime mon amoureux. Oui. Je t'aime en amoureux. Moi, on va aller direct. Il y a l'autre je t'aime qui est comme ça. D'accord. Là, je t'aime au niveau du cœur. Mais il y a ceci là. Là, vous venez un peu. Là, on sent qu'on est en train de pomper. Là. Voilà. Là. Ah, ouais. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Riyami. Merci, Monsieur Roca, d'être passé sur Bonjour le Bénin. Vous passez une excellente journée du mardi et à très bientôt par ici. Allez. Bonjour le Bénin, on installe à présent le plateau politique. On s'intéresse à la force Kori pour un Bénin émergent, la FCBE, qui justement a signé un accord avec la majorité présidentielle. On analyse les tenants et les aboutissants de cette action. La FCBE est-elle réellement encore un parti d'opposition? Eh bien, la formation de Paul Onkpé a signé un protocole d'entente avec l'UPR et le BR. Il s'agit dans le fond d'un accord de gouvernance et d'une coalition parlementaire. En s'associant avec deux partis de la mouvance présidentielle, eh bien, la FCBE se donne les moyens de participer à la course électorale. Mais ce choix soulève aussi un paradoxe. Peut-on incarner l'opposition tout en dépendant des parrainages de la majorité, une stratégie de survie politique ou une manœuvre qui fragilise davantage une opposition déjà en difficulté? Eh bien, nous évoquons le sujet avec Judicaël Roch-Ouanou. Il est conseiller média du parti Force Kori pour un Bénin émergent. Bonjour Judicaël. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour chers amis téléspectateurs de la SRTB. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bonjour le Bénin pour évoquer, on va dire, cette situation de la SRTB le 17 septembre dernier, justement, la FCBE. Qu'est-ce que je raconte? La FCBE a signé un protocole d'entente inédit avec le BR et l'UPR. Qu'est-ce qui a motivé une telle décision? Et qu'est-ce qui la distingue, on va dire, d'une alliance politique classique? Bon, d'accord, je vais dire, ce n'est pas une alliance aussi inédite que ça, et un accord inédit que ça, ou bien des accords inédits, pas du tout. C'est des accords prévus par le législateur dans le nouveau... Inédit dans le sens où c'est un parti de l'opposition qui va s'accorder avec un parti de la mouvance. Si c'était avec un parti d'opposition, ça se comprendrait mieux. Non, vous savez, la FCBE, la Force Kori pour un Bénin émergent, a signé des accords avec des partis politiques, UPR et BR. De la majorité. C'est important de faire... Non, c'est important pour certains. Mais nous avons signé, la FCBE a signé avec des partis politiques. Et dans aucune ligne des accords signés, vous n'allez voir UPR de la majorité ou BR de la majorité, encore moins FCBE de l'opposition. Mais c'est un fait que nous sommes ici. Mais c'est un fait, monsieur Ouanou, que nous sommes ici en présence d'un parti d'opposition qui se réclame de l'opposition et deux partis qui se réclament de la majorité présidentielle. D'abord, la FCBE ne se réclame pas de l'opposition. La FCBE est de l'opposition. D'accord. Et les deux autres partis, formellement, soutiennent les actions du gouvernement, donc sont de la majorité présidentielle. Se réclamer de l'opposition signifie qu'en réalité, qu'on n'est pas de l'opposition, mais on veut dire qu'on est de... C'est une forme d'interprétation. Non, se réclamer, la FCBE est un parti régulièrement constitué en République de Bénin qui a déclaré son opposition au régime de la rupture et qui en a eu un récépissé d'existence. Je ne sais pas comment les gens conçoivent l'opposition en République du Bénin. L'opposition n'est pas forcément cette force politique, cette formation politique qui invite tout le temps le peuple béninois à battre le macadam ou qui
met du noir sur toutes les actions. Impossible. L'opposition, en réalité, elle s'incarne comment? L'opposition est cette forme politique qui refuse de participer au gouvernement en place parce qu'ayant constaté dès les débuts que ses aspirations, que les actions de ce gouvernement ne répondent pas à ses aspirations profondes. Étant à la touche, il ne lui revient pas de dire qu'il faut balayer du revers de la main tout ce qui se passe, mais il lui revient d'observer, d'analyser, de dénoncer et de faire des propositions. En réalité, c'est ainsi que l'opposition fonctionne. Et c'est comme ça que la FCBE a fonctionné tout le temps. Alors, lorsque vous êtes de l'opposition, c'est que forcément vous portez des idéaux qui ne vont pas forcément dans le sens, vous portez un projet qui ne va pas forcément dans le sens de celui du pouvoir. Mais lorsque vous allez dans le même temps vous accorder avec des partis de la majorité, ça pose problème, non? Écoutez, il faut faire des nuances, il faut réellement que les gens sachent de quoi ils parlent. Les accords signés ne sont nullement d'abord des accords de 2025. Ce sont des accords pour 2026. Accords de coalition parlementaire dans le cadre de la des législatives de 2026, accords de gouvernance dans le cadre de la présidentielle 2026. Et dans ces accords, rien ne concerne le régime de la rupture. Que les deux autres partis aient décidé de soutenir les actions du président Talon, du gouvernement en place, on ne peut pas les blâmer pour ça. Et que nous, on décide de ne pas soutenir les actions du président Talon, du régime en place, on ne peut pas non plus nous blâmer pour ça. Mais les circonstances politiques, ce sont des accords qu'il faut interpréter quand les gens ne sont pas dans la sphère politique. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, les gens comprennent, hein, mais ils s'embrouillent à raison. Ils s'embrouillent pour beaucoup de mauvaise foi, ils s'embrouillent pour beaucoup parce qu'ils sont dans des interprétations politiques, même pour les quelques qui s'embrouillent de bonne foi, nous devons toujours faire la didactique, de leur expliquer ce qui se passe, les fondamentaux de ces accords. Alors, vous savez, un parti politique, dès que vous allez créer un parti politique, c'est pour aller à la conquête du pouvoir et l'exercer. Même si vous êtes un simple entrepreneur, quand vous mettez en place votre entreprise, vous ne demandez pas à disparaître, même en cas de difficulté. Vous cherchez les voies et moyens pour continuer de survivre, continuer de payer vos employés et espérer de très beaux jours. La FCBE actuellement est en difficulté du fait du code électoral. Pourquoi du fait du code électoral? Du fait du code électoral. Qu'est-ce que le code électoral? Le code électoral a deux dispositions. Le code électoral a deux dispositions. Un, les articles 132 nouveaux et les articles 146 nouveaux. L'article 132 nouveau légifère pour la présidentielle et dit que pour être candidat, le duo de candidats doit être parrainé par 28 députés. Ou maire. Et ou maire. 28 parrains. La FCBE n'étant pas à l'Assemblée nationale, les trois partis qui siègent à l'Assemblée nationale ont taillé sur mesure. Est-ce que c'est la faute du code électoral si la FCBE n'a pas de députés? Non, c'est la faute du code électoral que la FCBE se voit obligée de contracter des accords. Restons dans le sujet. Nous sommes toujours dans le sujet, soyez rassurés. Si nous restons dans le sujet, nous n'allons pas aller. Nous disons que c'est le code électoral qui nous amène à contracter des accords. Et vous me demandez quelles sont les dispositions du code qui obligent. Je vous cite les dispositions du code. Vous nous faites le procès de savoir pourquoi nous n'avons pas de maire. Ce n'est pas la même chose. Certains peuvent estimer, M. Rouanou, que vous n'avez peut-être pas reçu le mandat des électeurs pour pouvoir siéger au Parlement. Nous n'avons pas, malheureusement, été au Parlement de 2023. Les trois forces en présence... Parce que vous avez été battu sur le terrain. Les trois forces en présence, mais nous n'avons jamais nié ça. Mais si vous dites que c'est la faute du code électoral... C'est la faute du code électoral. Le code électoral est intervenu après 2023. Le code électoral n'était pas là avant 2023. J'ai bien dit que les trois partis en présence à l'Assemblée nationale ont taillé le code électoral sur mesure. C'est une déduction. Ce n'est pas une déduction. Je vais vous démontrer ça. Je vais vous démontrer ça. Non, pas du tout. C'est une décision, c'est une déduction très claire, lisible et que tout le peuple béninois connaît. 28 députés. 28 députés. Bon,
C'est vous qui le dites. Non, c'est ce que vous êtes en train de défendre. Moi, je ne fais que vous enfourchez la théorie du complot. Je ne fais que dire les lois et je ne dis rien qui soit mensonge. Je ne dis que la vérité. Vous interprétez la à l'Assemblée nationale, vous façon. allez me laisser parler, s'il vous plaît. Je ne fais que poser des questions d'éclaircissement. Mais si vous voulez poser des questions et répondre en même temps, et vous ne laissez pas... rien. Alors là, laissez l'invité que je suis... Allez-y. Vous donnez les informations dont je dispose. Allez-y, Roch. Ok, d'accord. 28 députés pour le BR, c'est à la lisière. 28 députés pour le parti Les Démocrates. Les autres en ont plus. Pourquoi ne pas dire qu'il faut disposer de 16 députés? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'il faut disposer de 15? Et pourquoi ils sont allés à 28? S'ils sont allés à 28, alors que les forces en présence n'ont que 28 le dernier, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le parti, les démocrates, n'a pas de maire, ça veut dire qu'on a réellement taillé ça sur mesure pour que les forces en présence ne soient pas exclues. Et quand vous n'êtes pas là et qu'on a décidé pour vous, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez les voies et moyens pour continuer d'exister. Et dès lors que vous avez, dans un premier temps, ce que nous avons fait, c'est essayer de dénoncer le code. Nous l'avons fait. Mais nous avons compris que les gens pratiquent la politique de la sourde oreille. Ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent pas reculer. Donc nous avons reculé, nous sommes allés chercher les fissures du code. La FCBE a cherché les fissures du code et la FCBE a compris qu'il y a une parade éventuelle qu'elle peut s'offrir. Et la parade, c'est de contracter des accords avec qui peut lui permettre d'exister et continuer d'animer la vie politique. Alors justement, face à l'avalanche de réactions qu'a suscité cet accord entre la FCBE et les partis de la majorité présidentielle, le secrétaire exécutif national de votre parti, Paul Onkpé, a fait une sortie médiatique avec d'autres cadres du parti. Rachida Biomoma nous en donne la substance. Regardez. Expliquer la démarche, en donner les raisons, la finalité et le sens. Tel est le but de cette rencontre politique avec la 16e circonscription électorale. Nous ne pouvons pas, en principe, aller aux élections. Même le même code nous autorise pour dire non, si vous n'avez pas assez de maires et assez de députés, vous pouvez aller signer un accord avec des partis qui ont le surplus pour qu'ils vous donnent quelques parrainages. C'est ce que nous avons fait. Mais gardez votre sang-froid. Les accords ne sont pas synonymes de fusion. Votre parti est toujours force courir pour un Bénin émergent. Nous n'allons pas disparaître. Nous ne sommes pas partis nous fondre dans un parti. Nous restons autonomes. Nous gardons notre identité. Nous n'avons pas renoncé à la déclaration que nous avons faite au ministère de l'Intérieur. Notre récépissé d'appartenance à l'opposition, c'est encore là. Nous sommes de l'opposition. Mais nous sommes prêts à dialoguer avec toutes les formations politiques de notre pays, pourvu que cela apporte la paix. En sécurisant le parrainage, la FCBE fait ainsi preuve de réalisme. À en croire les responsables, cette ouverture d'esprit qui dit non au cloisonnement relève d'une stratégie politique gagnante. En accord, il y a possibilité de discuter, de mettre les efforts en commun et de faire le positionnement qui permette une certaine richesse des idées de gestion de la cité. Dans les tout prochains jours, l'on connaîtra le duo présidentiel du parti FCBE. En attendant, les militants sont invités à redoubler d'ardeur et à se tenir prêts pour la collecte des dossiers de candidature. Voilà donc quelques éléments d'appréciation qui permettent donc de pouvoir progresser dans ce débat, dans cet entretien, je veux dire. Judicaël Roch-Ouanoum, quel crédit peut-on donner à une candidature d'opposition qui dépend directement des parrainages de la majorité présidentielle? Au peuple de juger. Moi, je donne toute la légitimité au peuple béninois. Le peuple béninois a désormais, avec ces accords, plus de chances d'avoir plusieurs candidatures, d'avoir plusieurs choix en 2026. Si les accords permettent aux parrains, c'est-à-dire aux députés et maires de l'UPR ou du BR, de pouvoir désormais parrainer un duo de la FCBE, c'est le peuple qui décide de son prochain président de la République. Ce n'est ni le BR, ni l'UP,
ni les autres formations politiques. Moi, je ne dénie jamais au peuple béninois sa souveraineté. C'est le peuple qui choisit son dirigeant. Donc le crédit, c'est le peuple qui accorde son crédit à qui il veut. Si le peuple en 2026 décide que c'est le candidat qui sortira bientôt de la force Cori pour un Bénin émergent, qui peut prendre, c'est le peuple. Si le peuple veut continuer avec un système en place, c'est le peuple. Si le peuple veut prendre un autre candidat, c'est le peuple. Le candidat qui va sortir de la force Cori pour un Bénin émergent a tout son crédit. Est-ce que lorsque vous pactisez avec la majorité présidentielle, vous représentez toujours une alternative nouvelle? Nous partisons avec deux formations politiques régulièrement constituées qui ont des parrains et qui peuvent nous offrir pour que nous puissions présenter un duo. La FCBE avait un blocage. Nous n'avons pas les maires, les députés, nous n'avons pas les maires nécessaires, nous avons 0 député et il faut toujours rester dans le jeu. Nous ne sommes pas, ce sont des alliances et des accords hautement politiques qui n'ont rien à voir avec une fusion. Au départ, vous me demandez quelle différence on peut faire entre alliance ou fusion ou autre. L'alliance, vous savez ce que c'est que l'alliance. L'alliance, je donne l'exemple. Lorsque vous voulez aller aux élections et que je suis peut-être en alliance avec vous, Eman, ça veut dire que, à supposer que sur le bulletin, c'est nos 2 logos qui vont apparaître sur un bulletin unique. Là, nous ne sommes pas dans ce schéma. La FCBE va aux élections en tant qu'entité politique de l'opposition en tant que FCBE. Alors justement, Roch Rouanou, la FCBE, on a l'impression qu'elle est obligée à chaque fois de démontrer qu'elle est de l'opposition. Si elle en arrive justement à devoir tout le temps se justifier d'être dans l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Tous les autres partis qui sont dans l'opposition répètent toujours qu'ils sont partis de l'opposition. Donnez-moi un seul communiqué. Les démocrates ne se justifient pas d'être de l'opposition. C'est vous qui le dites, Eman, soyons honnêtes et sincères. Nous sommes factuels. Sortez un seul communiqué du parti Les Démocrates, où dans ce communiqué, ils ne précisent pas toujours le parti de l'opposition. La dernière fois, ils sont sortis, on veut arracher des députés de l'opposition. Il n'y a pas une seule sortie médiatique ou non, où il ne précise. Alors pourquoi vous voulez jeter la pierre à la FCBE? Pourquoi ne pas... Pourquoi vous voulez jeter la pierre à la FCBE? Ce n'est pas une pierre que nous jetons à la FCBE. Non, mais vous avez dit que vous avez l'impression. Je viens de vous démontrer. Les observateurs de la vie politique. Vous avez la complicité du régime. Sortez un seul communiqué du Parti Les Démocrates, un facteur tout de suite. Vous allez constater qu'il précise toujours député de l'opposition, parti de l'opposition. On va repréciser la question. Oui, dites. Judical Roch Rouanou, chaque fois que la FCBE fait une sortie médiatique, elle est obligée de justifier son statut d'opposition. Et le secrétaire exécutif, si vous permettez, le secrétaire exécutif national l'a encore rappelé tout à l'heure dans l'intervention de Rachidat que nous avons suivi tout à l'heure, où il dit que la FCBE a reçu son récépissé du ministère de l'Intérieur qui atteste qu'elle est de l'opposition. Cette formation politique est de l'opposition. On a l'impression que vous êtes tout le temps dans la justification. Vous ne voulez pas reculer, c'est tout. Où est le péché où je dis j'ai mon récépissé? Où est mon péché quand j'apporte une information au peuple béninois? Où est le péché quand je donne une information au peuple béninois? Et je vous dis, sortez-moi. J'ai dit, vous avez la complicité du régime. Vous avez couvert la RCRTB, c'est ça? Nous étions habitués à ORTB. Et Bénin TV maintenant, Bénin TV qui couvre tout. Toutes les sensibilités politiques. Sortez, vous allez constater, à tout moment, le vis-à-vis est aussi obligé de dire le parti de l'opposition. Ils veulent même caporaliser l'opposition. Ils veulent même se faire passer pour toute l'opposition, ce qui n'est pas le cas du tout. Est-ce que la FCBE est obligée d'avoir un candidat pour la présidentielle? Oui, parce que c'est une formation politique qui aspire à gérer la cité. Donc oui. Pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, pour rester fidèle à votre ligne? Nous sommes toujours fidèles à notre ligne. Vous permettez que j'aille au bout de ma question, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas avoir, pour rester fidèle donc à votre ligne, qui est votre statut d'opposition, ne pas avoir lié un accord ne pas avoir contracté un accord de gouvernance avec les démocrates, par exemple, pour les législatives prochaines et avoir choisi des formations du pouvoir? Je vais vous dire une chose. Vous voulez forcer le mariage? On ne force pas une femme à vous épouser. Vous avez vu tout ce qui se passe dans le cadre? Vous avez vu tout ce que Tébé a dit la dernière fois? Les amis sont suffisants. Ils ne veulent de personne. À eux seuls, ils peuvent régler le problème du Bénin. Vous les avez approchés? C'est la cour de source, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? En 2023, au lendemain des élections, lorsqu'ils sont allés voter eux-mêmes le nouveau code, ils nous ont appelés. Nous avions animé ensemble une conférence de presse.
où nous avons tous dénoncé le code. Mais au lendemain, vous n'avez pas suivi la télévision, les radios. C'est leur porte-parole qui est passé sur toutes les télévisions pour dire que la FCBE va les traîner par le bas. Et en le disant d'abord, il fait une très mauvaise interprétation des textes de loi. Quand vous prenez l'article 146 nouveau du Code qui légifère pour les élections législatives, l'article n'a jamais dit que lorsque vous êtes en alliance et qu'un parti n'arrive pas à avoir les 10%, tout le reste tombe, non. La seule condition, c'est qu'ensemble, vos sommes puissent avoir les 20%. Donc, s'ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils peuvent partir avec un parti qui a même 1%. Si eux, ils ont les 20% et que le parti a 1%, le parti ne lève pas de siège. Eux, ils lèvent tous les sièges, c'est tout. La loi est claire. Mais ils ont fait une mauvaise... Ils ont voulu montrer que la FCBE va les traîner par le bas. Nous avons compris que c'est la mauvaise foi. Et nous, très tôt, on a dit, bon, laissons-les faire. Et d'ailleurs, pourquoi forcément toute l'opposition doit rester dans un camp? L'opposition en République du Bénin, elle est plurielle. Certains estiment que cet accord, et ce sera pour finir, Judicaël, que cet accord avec les partis de la majorité présidentielle, c'est la première étape avant que vous ne finissiez par vous faire avaler par la majorité. Bon, vous savez, c'est certains là n'ont qu'à venir ici, nous allons faire le débat. Et ces certains là n'ont qu'à prendre le rendez-vous de 2026. Nous ne sommes pas encore en élection, sinon je vais vous dire, nous ne sommes pas encore en campagne. Sinon, je vais vous dire Allez-y, allez-y. Bon. Puisque vous étiez en train de faire des signes, je pensais que ça s'adressait à moi, c'est ça. J'ai dit, nous ne sommes pas encore en campagne, sinon je vais vous demander de voter pour le duo de candidats de la FCBE. On ne va pas dire ça. Bon, on va pas dire ça, si vous permettez, parce que le peuple alors n'est pas encore ouverte, que le peuple alors fasse son choix, et vous allez voir si un candidat élu du FCBE va dire, bon, écoutez, puisque c'est vous qui m'avez parrainé, je vous donne le pouvoir. Ça ne se passera pas. Mais même en fiction politique, ça ne se passe pas comme vous le dites aussi. Hein. Donc, il n'y a rien qui amène les gens à vouloir démontrer au peuple béninois lucide et intelligent que quand vous allez voter pour un candidat d'un parti, le candidat ira gentiment remettre à l'autre camp. C'est très absurde. Merci beaucoup à vous, Judicaël Roch-Ouanou. Vous êtes conseiller média du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin pour nous aider à comprendre davantage cette posture de votre parti politique qui a contracté un accord avec les partis de la majorité présidentielle en vue des prochaines élections. Bonjour le Bénin, on vous revient dans quelques petites minutes, le temps de prendre une pause et de redescendre de cette émotion politique avant de retrouver Yasmine Damata pour sa chronique santé. Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. Selon les spécialistes, une alimentation équilibrée est essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme, la prévention des maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Mais que signifie manger équilibré? On a l'impression que c'est une expression assez large. Existe-t-il des aliments à éviter? Pourquoi doit-on se méfier des aliments transformés ou ultra transformés? Et comment bien manger même avec peu de moyens? Conseil nutrition avec notre chroniqueuse santé, Yasmine Damata, bonjour. Rodrigue Amigon, bonjour. Comment allez-vous? Bien, à la pleine forme. Je vous ai suivi tout à l'heure, c'était où le... Non, c'était juste des échanges avec un invité politique. Mais il faut vraiment maintenant qu'on vous montre ce qu'il faut manger pour libérer toute cette tension en fait. D'accord. Et aussi évacuer le stress. Oui, parce que présenter Bonjour le Bénin, c'est beaucoup de stress. Ah, c'est pas facile. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Et oui, bonjour également aux téléspectatrices. Nous sommes avec Rebecca Sagboran, aujourd'hui notre experte en nutrition. Bonjour, comment vous vous portez? Bonjour Madame Yasmine, bonjour le plateau, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors comme l'a dit Emon, on entend souvent parler du concept alimentation saine et équilibrée. C'est sur les réseaux sociaux, c'est dans les publicités. Et vous les nutritionnistes, vous ne manquez pas de nous rabâcher les oreilles avec ce concept. Mais qu'est-ce que cela, vraiment, qu'est-ce que cela cache? On n'en sait rien, mais dites-nous déjà c'est quoi une alimentation équilibrée? Une alimentation équilibrée, tout simplement, c'est apporter tous les jours à l'organisme tous les nutriments dont il a besoin. Les glucides pour l'énergie, les protéines pour réparer et construire donc, chez les enfants, et les vitamines et minéraux pour renforcer le système immunitaire, protéger donc
les bons gras pour protéger et apporter aussi de l'énergie, tout simplement. C'est tellement simple ce que vous dites, mais est-ce que la population, nos citoyens ont compris ainsi le concept? On va suivre cet élément et revenir pour mieux en parler. L'alimentation saine, c'est une alimentation propre, digne du nom, pouvant être accessible à notre organisme. Équilibré, c'est que cette nutrition doit être composée de toutes sortes de nutriments possibles pour pouvoir alimenter l'organisme. C'est tout ce qui inclut des choses pas trop gras, pas trop huileuses, des choses qui respectent, comment dire, par exemple, quand on prend un plat de résistance, on a un accompagnement qui est fait selon les règles de l'art culinaire, sans trop d'ajouts artificiels. On a des fruits, on a des légumes, on a aussi des protéines, ce genre de choses qui font qu'on n'est pas dans le trop gras ni dans ce qui est trop pauvre aussi en aliments. Une alimentation saine s'entend déjà de quoi manger, la qualité de ce qu'on mange, à savoir le type d'aliment choisi. Et alimentation saine, c'est également de pouvoir choisir, tel que les choses se présentent aujourd'hui dans notre contexte, des produits ou des aliments moins industrialisés, des aliments pas véritablement ou trop transformés. C'est de manger des aliments qui ne sont pas, comment dirais-je, pleins ou remplis de pesticides. Bon, selon moi, l'alimentation saine et équilibrée, c'est des fruits, légumes, voilà, surtout les légumes et les fruits. On n'est pas au même niveau de vie. Pour certains, ce serait quasiment, je ne vais pas dire quasiment impossible, mais difficile, je dirais. Par contre, pour d'autres, ce serait beaucoup plus facile. Donc, tous on ne pourra pas. Je ne pense pas. Voilà, ce que je mange tous les jours, je ne peux pas dire que c'est une alimentation saine et équilibrée. Parce que je ne mange pas des fruits tous les jours, ni des légumes tous les jours. Pour moi, pour avoir une alimentation plutôt saine, je vais beaucoup plus pencher sur les légumes, les fruits, voilà. Bon, pas toujours, ça dépend. Quand on est à la maison, c'est possible, mais quand on va au boulot, souvent c'est du pain ou bien on doit faire recours aux dames, aux bonnes dames là, donc c'est pas souvent équilibré. Dans une journée, moi j'arrive à me faire nourrir d'une alimentation équilibrée tout en sachant ce qu'il faut prendre dans la matinée, dans l'après-midi et dans la soirée. Bon, s'il faut donner des exemples, déjà, à ce petit matin, je me suis nourri du riz, accompagné de trucs là, riz avec de la sauce, et j'avais pris de l'œuf et de notre amont soja qui a donné un peu plus d'équilibre à notre alimentation. Je rentre déjà à la maison, j'ai pris de la tomate et ça serait pour la pâte et dans la soirée, on verra ce qui serait. Voilà à peu près. On n'est pas au même niveau de vie. Pour certains, ce serait quasiment, je ne vais pas dire quasiment impossible, mais difficile, je dirais. Par contre, pour d'autres, ce serait beaucoup plus facile. Donc, tous, on ne pourra pas. Je ne pense pas. Peut-être qu'on va essayer, mais tous, je ne pense pas. Voilà. Emon, vous avez vu, j'ai vu que vous avez pris note par rapport au menu de notre ami. Absolument. Il y a un des intervenants qui a parlé de la constitution de son repas. Il a parlé de riz, sauce, œufs et puis fromage de soja qu'on appelle amont soja en langue locale. Et il trouve que c'est équilibré. Pour tous, enfin, je n'en suis pas spécialiste, mais je sais que ça au moins c'est pas équilibré. Ah non, hein? Voilà. On va demander à la spécialiste qui est sur le plateau. Vous avez vu l'élément comme nous, beaucoup sont prononcés et on va partir d'abord de l'exemple de ce monsieur pour en plus descendre pour voir les autres exemples dans l'élément. Déjà, celui qui mange du riz, des œufs et du fromage de soja, est-ce que son plat est déjà équilibré? Avant de parler d'équilibre au niveau de cette assiette, il faut déjà voir la répartition des composants de cette assiette. D'accord. Il a parlé de riz, il a parlé d'œufs, aliments protéinés, je suis d'accord.
le riz, un féculent pour apporter des glucides, je suis d'accord. Mais le tofu de soja qui s'ajoute apporte encore plus de protéines. Tout dépend aussi de la quantité d'œufs qu'il avait pris. Si c'est 2 œufs, si c'est 3 œufs, je suppose là, c'est exagéré. On ne va pas parler d'alimentation équilibrée. Maintenant, il a parlé de sauce tomate. Si c'est une sauce tomate comme nous avons l'habitude de faire là, où on prend des heures pour cuisiner une seule sauce, là, on ne va plus parler de légumes parce que la tomate aurait été vraiment dénaturée. Donc, cette assiette, il faut aller voir la répartition parce que quand on parle d'alimentation équilibrée, chaque composant de l'assiette a sa part à apporter. Et l'assiette devait composer quelle portion en termes de nutriments? Ok. Les légumes devaient représenter la moitié de l'assiette normalement. D'accord. Je suppose qu'il a parlé de sauce tomate. Si c'est une sauce tomate bien faite, normalement, la sauce tomate devait prendre la moitié de l'assiette. Le riz, le quart. Et les aliments protéinés vont représenter l'autre quart. Maintenant, au niveau des légumes, l'OMS parle quand on parle de la moitié de l'assiette, l'OMS recommande les légumes et les fruits. Donc, il pourrait avoir au niveau des légumes un peu de fruits également. Voilà. Justement, dans l'élément, les dames ont parlé de fruits et légumes. Il y en a qui trouvent que ne pas manger des fruits et légumes dans une journée, c'est ne pas manger équilibré. Vous répondez quoi? Oui, ne pas manger des fruits en une journée, c'est ne pas manger équilibré. Mais manger des fruits en une journée ne signifie pas automatiquement manger équilibré. Bon, on va faire simple, on va faire court, on va faire plus compréhensible aux téléspectateurs. Je dois manger aujourd'hui, qu'est-ce que je dois avoir dans mon assiette quand j'ai un petit budget de 500 francs CFA? Combien de béninois arrivent à... On parle de fruits et de légumes, 500 francs. Mais combien de béninois arrivent à s'offrir je vais laisser la nutritionniste répondre. Qu'est-ce qu'on peut manger avec 500 francs aujourd'hui? On parle de fruits et légumes, on parle d'assiette équilibrée. Ok, acheter c'est ça ou cuisiner soi-même? Acheter à manger. Ok, acheter à manger. Je veux préciser une chose. Quand vous avez un petit budget, il faut miser sur des aliments de saison. D'accord. Là, c'est plus économique et on arrive à atteindre les objectifs. D'accord. Actuellement, c'est la saison des bananes, mais les bananes sont un peu chères. C'est également la saison des oranges. Vous pouvez avoir des oranges à 100 francs, ça fait 4 ans. Voilà. Et ça, 4 oranges là, pour vous seul, vous pouvez les manger sur 2 jours. Voilà. Et 100 francs, des 500, il reste 400 francs. Voilà. Vous pouvez choisir de manger la pâte de maïs. La pâte de maïs. Et qu'est-ce qui accompagne? Légumes. Pâte de maïs 100 francs. Ça part déjà de côté, il reste 300 francs. Et tu veux que pâte de maïs 100 francs, c'est bon? Mais ça là, suffit pour remplir on passe sur un petit budget. D'accord. Il ne faut pas manger ça, c'est non plus. Que quand vous restez longtemps à jeun, de petites quantités de repas ne vont plus vous rassasier. Donc, il faut manger raisonnablement tout au long de la journée. Non, une boule, c'est bon. Une boule, c'est bon. Et ça dépend de la personne aussi. Ça dépend du niveau d'activité physique de la personne. N'allez pas dire à un maçon de prendre une boule de pâte qui travaille de façon intensive. Je ne peux pas demander à Edmond qui a préparé toute cette émission de s'asseoir de prendre une boule de pâte. Je vais prendre une boule de pâte. Ok, avec du gombo par exemple, sauce gombo ou sauce moyo, sauce tomate, moyo, comme on l'appelle chez nous. Et le poisson, ça fait déjà 200. Je pense qu'on est resté dans le budget. Oui, on a eu des oranges pour 2 jours en plus. Le défi à relever, je crois qu'on peut faire les... Oui, mais parce que, en fait, généralement, j'ai posé cette question parce que beaucoup de personnes, quand on leur parle d'alimentation équilibrée, ils se disent que ça coûte cher, il faut aller payer des légumes. Les légumes, Dieu sait que ce n'est pas toujours ce qui est à la portée de toutes les bourses, surtout lorsque vous voulez avoir une certaine qualité. Donc, l'objectif, c'est vraiment de manger équilibré, mais avec un petit budget. 3 minutes pour clore ces échanges, Yasmine. Justement, quand on a un petit budget, quel est l'incontournable qu'on doit mettre dans son assiette? Quand on a un petit budget, il faut des légumes dans l'assiette, il faut des fruits. C'est primordial, les légumes. Oui.
tous les aliments doivent être représentés, les groupes d'aliments, pardon. Il faut les féculents. Quand on parle de féculents, c'est céréales, racines, tubercules. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une réalité qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas très présente dans notre culture. On nous a élevés en mangeant presque tous les soirs pâtes et sauces. C'est bien possible puisqu'elle nous dit aujourd'hui qu'il faut miser sur les fruits de saison, les légumes en saison. Oui, bien sûr, mais lorsque vous avez été élevé à manger pâtes et sauces tous les soirs, aujourd'hui, on nous propose assez il faut travailler sur la composition, la répartition. Assez d'astuces sur les réseaux. En fait, on se rend compte que c'est maintenant que de plus en plus, il y a la sensibilisation et on apprend à rémanger, si je peux me permettre le terme. On apprend à manger autrement. Oui. Pour manger autrement, quel conseil donnez-vous aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent, pour qu'ils acceptent de manger équilibré? Toutes les fois que vous voulez manger, assurez-vous d'avoir tout. Non. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce que cet aliment m'apporte de bien ou qu'est-ce que cet aliment détruit en moi? C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas le milieu. Quand vous vous posez cette question à chaque fois, vous ferez l'effort de mieux veiller à ce que vous mettez dans votre assiette. Très bien. Donc, disons que c'est bien possible de tout manger, mais en respectant l'équilibre dans son assiette. Plus de fruits et légumes, c'est capital pour votre alimentation. Moins de glucides, parce que c'est ça qui fait que... Qui fait que quoi? Qui fait que vous avez un ventre assez... Pas vous, c'est un vous impersonnel. Yasmine Damata, vous êtes assez belle comme vous êtes. Merci. Voilà, juste quelques petits reculons. Ça va, on va le faire ensemble. Yasmine, merci. Vous restez avec moi pour recevoir Amandine Aniabo-Soudan, Bénin en mouvement. Elle vient justement nous parler d'un thème qui n'est pas très loin justement de ce que nous sommes en train d'évoquer ici. Parce que oui, si parfois le coût des légumes est exorbitant, c'est certainement et sans doute parce que le coût de production revient plus cher aux producteurs. Et lorsque vous avez des semences qui sont boostées et qui peuvent vous permettre d'avoir, on va dire, un rendement meilleur, eh bien forcément, le coût de revient sera davantage réduit. Et c'est la découverte que certains chercheurs ont réalisée. On va mettre la lumière dessus. Il y a des découvertes qui se contentent d'éclairer la science et d'autres qui transforment la vie quotidienne. Au Bénin, une organisation internationale a mis au point un mécanisme inédit qui permet de créer de nouvelles variétés maraîchères. Objectif, stimuler la production, renforcer l'autosuffisance alimentaire et encourager la consommation locale de légumes frais. Nous vous emmenons à la découverte de cette prouesse scientifique qui est une avancée pour la recherche, mais également une promesse pour les producteurs, les consommateurs et pour la souveraineté alimentaire de notre pays et du continent. Amandine Aniaboussou, bonjour. Bonjour à vous, Eman Rodrigue Amégan. Ou Rodrigue Eman Amégan. L'un ou l'autre, ça va. Comment vous vous portez ce matin? Mais je me porte comme un charme. Ça fait plaisir de vous retrouver sur Bonjour le Bénin. Le plaisir, il est partagé. Bonjour. Bonjour, Eman. Ah, tu vois, bonjour, Amandine. Aujourd'hui, elle nous a bluffé, en fait. Très belle, avec votre tenue, j'avoue que je suis fan. Et son sourire. Et le sourire charmant. Ça sent que c'est un sourire neuf. Après quelques jours de congé, vous êtes revenu tout oui, on revient plein... requinqué, renforcé. Franchement. Pour aborder la saison, parce qu'elle sera très longue. Hein. Vous dites bonjour aux téléspectateurs. Pour 9 mois, comme les apprenants. Très bien. Allez. On y va? Allez, on y va. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler du maraîchage. Le maraîchage qui est justement identifié par le gouvernement comme une filière agricole prioritaire. Il joue un rôle important dans la sécurité alimentaire et le développement économique du Bénin. Toutefois, à la recherche d'un rendement optimal et conduit souvent les maraîchers à utiliser des fertilisants chimiques. Des pratiques, comme vous le savez, qui ont souvent des conséquences tant sur l'environnement que sur la santé et des populations. Donc, il y a aujourd'hui une innovation prometteuse qui émerge dans le secteur avec le développement de nouvelles variétés maraîchères. Et nous allons en parler ce matin avec le docteur Eugène Agbi-Kodo. Vous êtes généticien et améliorateur des plantes. Docteur, bonjour à vous. Bonjour Amadine. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec beaucoup de plaisir. Et tout d'abord, est-ce que vous pourriez déjà nous éclairer sur ce qu'est précisément le maraîchage?
Oui, bon, le maraîchage, ou on appelle encore l'agriculture maraîchère, c'est la production, n'est-ce pas, des fruits et légumes. Et c'est un secteur de l'horticulture de manière globale. Donc tout ce qui apporte la production de légumes et fruits en plein champ, ou sous abri, ou sous serre, c'est ce que nous englobons sur le nom du maraîchage. Et quand on parle de maraîchage, quel est aujourd'hui l'état des lieux au Bénin? Bon, l'état des lieux, la rubrique précédente m'éclaire beaucoup déjà, hein, et merci d'avoir décoré. En fait, il n'y a pas assez, on ne mange pas assez de fruits et légumes, oui, de manière générale, sur le continent, mais beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, encore au Bénin. Quand vous êtes en Afrique de l'Est, c'est autre chose. Le climat leur permet d'avoir beaucoup de légumes à moins de coût. Donc, plus il y en a le volume, plus qu'on mange. Mais déjà, l'état des lieux est que le maraîchage au Bénin, compte tenu des défis, certainement, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas assez. Ou il y en a en quantité à des moments donnés, et tout le reste de l'année, il n'y en a plus. Voilà. Donc l'état des lieux est un peu déséquilibré. Et quels sont alors les défis auxquels le secteur est confronté? Le premier défi, c'est les semences. Moi, je suis semencier, hein, et ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans les semences. En partant de l'Hollande, j'ai fait encore les 10 dernières années, avant de revenir au Bénin en 2017, en Afrique de l'Est, Tanzanie, Rwanda, Kenya, Éthiopie, pour ne citer que ceux-là. Alors donc, les semences sont les clés mêmes, et nos semences ici au Bénin, ce n'est pas encore ça. Pourquoi? C'est pour ça que je félicite le gouvernement qui a créé même une société, ce DCEP, dont j'ai rencontré le DG récemment. Je suis prêt véritablement, avec toute cette expertise mondiale, à mettre au profit. Donc les semences sont les premiers défis. Les taux de germination. Quand moi j'étais revenu, j'ai fait une étude, parce que moi je suis basé à Ita, Bénin, en tant que représentant résident d'une structure internationale, Rexone, en Afrique de l'Ouest, mais basée au Bénin, et précisément à Ita. J'ai acheté des semences comme les producteurs achètent, et il n'y a pas de germination. Ça ne gêne pas du tout. Je ne vais pas citer le nom d'une société. Non, oui. On n'est pas là pour faire des coups bas, non. Mais ça, je n'aime pas. C'est le quotidien chez les producteurs. Donc, il y a les semences, il y a les défis climatiques. Qui dit climatique, comme on est au Bénin, tropical, humide, surtout dans la partie sud du Bénin, ce n'est pas facile de produire. Donc, les producteurs sont contraints à beaucoup de virus. Les changements climatiques, il fait trop chaud, les virus se multiplient, il fait trop humide, les bactéries, les champignons. Donc, il est exposé de janvier à décembre à des défis. Il y a également le défi de la formation. Le défi de la formation, c'est le plus grand, je pense. Parce que moi, quand j'étais revenu en 2017, j'ai recruté beaucoup de jeunes agronomes. Je ne les accuse pas. Mais ils ne peuvent pas te faire germer correctement sur un alvéole. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été formé comme ça. Il n'a pas été formé. Et il n'aime pas beaucoup aller sur le terrain également. Moi, j'en ai recruté, j'en ai renvoyé. Parce qu'il ne peut pas travailler dans un champ. Il ne peut pas travailler dans un champ, il veut être au bureau. Le temps des projets est fini. Je pense qu'il faut développer des gens qui ont le doigt vert. Et le gouvernement, le ministre, quand il était avec nous la semaine dernière, il a dit qu'il veut mettre vraiment un accent particulier sur la formation des jeunes gens. Je dis, mais ça c'est bon, on veut contribuer aussi à ça. Développer des doigts verts. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement béninois investit massivement dans le secteur. On le voit, on le constate également sur le terrain. Et des nouvelles variétés maraîchères ont été développées pour permettre d'améliorer significativement les rendements. Nous allons, avant de vous revenir, suivre un peu les explications d'un agronome qu'on a justement rencontré sur votre site d'expérimentation à l'ITA. Oui. Nous avons une serre dans laquelle nous avons des productions sous serre et aussi nous avons des productions en plein champ. Le but principal, c'est d'inviter les producteurs béninois à venir observer les potentiels de nos variétés et répliquer cela dans leurs champs respectifs. C'est un centre de formation et aussi un centre de partage de connaissances et d'expériences. Nous utilisons des matières organiques, des engrais organiques pour la fertilisation de nos sols et aussi pour la nutrition de nos plants. Il y a vraiment un lendemain meilleur et très meilleur pour les producteurs béninois
en ce sens que les variétés de Rezwan sont des variétés vraiment optimales en termes de rentabilité. Et aussi, ce sont des variétés qui sont adaptées à nos conditions agroécologiques, que les producteurs peuvent adopter et pouvoir maintenant faire vraiment de chiffre d'affaires pour leurs objectifs. Nous avons différents types d'itinéraires techniques. En termes de production, il faut d'abord partir de la pépinière, qui est une étape très importante. Et après la pépinière, il faut la transplantation. Et juste avant la transplantation, il faut faire vraiment une très bonne préparation du sol et un très bon suivi de la production, en maîtrisant les insectes, en ayant un très bon protocole de nutrition. Et voilà. Eh bien, docteur, voilà un peu ce qui se passe sur le site d'expérimentation à l'ITA. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ces nouvelles variétés maraîchères? Voilà, donc c'est des nouvelles variétés que j'ai développées et pour cette entreprise-là. Alors, par exemple, la tomate, nous parlons de tomates qui a plus de 95% de taux de germination. Le rendement par plant, nous parlons de moins. On a arraché une plante qu'on a comptée, on était à 4, pour le minimum, en moyenne, on est au-delà de 6 kilos par plant. Alors, vous parlez de là, si vous parlez de 10 000 plants par hectare, ce qui n'est pas possible, on parle de 15 000, vous êtes à plus de 70 tonnes à l'hectare. Alors que le béninois local, il est à peine 10 kilos, à peine 10 tonnes à l'hectare. Vous voyez, 15 tonnes, c'est le meilleur des cas. Voyez-vous? Et ils mettent beaucoup d'engrais pour avoir cela, parce que la semence au départ déjà n'est pas bonne. C'est des vieilles semences qui se multiplient, gardent ça, remplies de... Il y a ce qu'on appelle des seed-borne diseases, c'est-à-dire des maladies qui sont déjà dans les graines et ça trimballe et ça continue. Donc, et après ça se retrouve dans l'assiette du consommateur. Forcément. Alors donc, on avait la tomate, on a développé beaucoup de variétés. Le piment, sur le continent africain, on est premier aujourd'hui, nos variétés. N'en parlons pas toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Centre, ils étaient tous au Bénin ici. Je les ai tous invités. Et donc, pour montrer véritablement à nos producteurs locaux et pour montrer à notre gouvernement le support qu'on peut faire. Donc, ces variétés sont disponibles et il y a l'accompagnement, le savoir-faire qui accompagne. Nous avons observé une diversité de produits tout à l'heure dans l'élément qui vient de passer, des fruits et légumes d'apparence vraiment remarquable. Est-ce qu'il s'agit intégralement d'agriculture biologique? Absolument. L'agriculture biologique, comme vous le savez, à cause de la durabilité. Nous, la différence qu'il y a entre nous et le producteur lambda, c'est que nous sommes des scientifiques. Nous savons quand est-ce qu'il faut attaquer, si c'est des virus ou c'est des bactéries, mais le producteur n'a pas cette connaissance. Il a vu quelque chose, il pulvérise. Alors ici, spécialement, surtout quand nous faisons la production sous serre, c'est purement... Vous avez vu les poivrons que j'avais dans la main là. C'est très joli, mais pour celui qui ne connaît pas, il va dire que c'est OGM. OGM, parce que souvent, on dit quand c'est trop, quand c'est trop beau, c'est que il y a des pesticides et autres. Et même quand on va au marché, on ne touche même pas à ça. Mais je vais vous dire ceci. Quand vous trouvez des fruits rabougris, cela veut dire que le producteur, il a fait des efforts pour en arriver là-bas. Vous avez vu les serres qu'on a mis là. Ça ne permet pas, c'est une ou deux personnes, c'est une dame. On a quelques images qu'on va pouvoir voir. Voilà. Donc quand vous rentrez dedans, les mesures aseptiques sont très rigoureuses. Il n'y a pas de virus qui rentre dedans. Et tout est beau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les trips qui ont rabougri tous les fruits. Les fruits sont jolis parce que l'intensité de protection. C'est ça le but. C'est-à-dire on ne permet pas le contact avec le dehors. Ça fait qu'un bébé qui est bien entretenu est beau. Mais un bébé qui n'est pas bien nourri, il va développer le kwashiorkor. Voyez-vous? Donc, la beauté ne vient pas forcément des OGM, c'est les techniques culturelles qu'il faut développer. Mais est-ce que le producteur, avec cette nouvelle avancée, a la possibilité d'avoir des cultures hors saison? Forcément, c'est ça surtout. Parce que, par exemple, en janvier passé, janvier-février, là, on n'a pas invité la télé. Mais là, on a montré aux producteurs locaux que vous pouvez, ce que nous appelons les smart technologies. Petites technologies à la fois, les gouttes à gouttes, l'irrigation, la bonne semence, mais tout cet accompagnement fait que vous pouvez, malgré qui... Mais combien de gens sont capables? Et c'est là où nous appelons le gouvernement à supporter davantage. Ils font beaucoup déjà, mais mettre de l'eau à disposition déjà des producteurs,
c'est un grand problème. Et vous avez déjà organisé il y a quelques jours des journées portes ouvertes pour inviter les producteurs locaux, les maraîchers locaux à découvrir un peu ce qui se fait sur le site. Oui. Et vous avez reçu également la visite du ministre de l'Agriculture qui était quand même émerveillé. On va suivre également ses impressions. D'accord. Je suis davantage impressionné par la qualité de ce que je vois ici, par le potentiel qui est développé ici et par les solutions aux problèmes qui minent au fait l'agriculture maraîchère dans mon pays. Ça, c'est l'aubergine traditionnelle que nous connaissons chez nous. Avec un peu de sélection, vous avez les coloris que vous voyez là, Abidjan là. Vert souvent, mais il y en a de jaune, il y en a de rouge. Présenté sur un marché, comment vous allez rejeter ça? Vous ne pouvez pas. Regardez la charge de paiement qui est ici, rouge, jaune, avec une teneur très forte en goût piquant. C'est les choses que nous devons prendre. La tomate, cerise ou tomate ordinaire, en plein champ, vous avez des rendements théoriques d'au moins 60 tonnes, 80 tonnes. Nous allons davantage faire de nos jeunes cadres en formation dans les lycées et universités des entrepreneurs agricoles. Mais encore faudrait-il qu'eux-mêmes ils mettent la main à la pâte. L'agriculture maraîchère n'utilise pas beaucoup de terrain. Et sur nos maisons à étage, 2e, 3e, 4e niveau, on peut avoir son jardin, on peut avoir son potager. J'invite les Béninois à manger ce qu'eux-mêmes produisent et à produire ce que nous devons manger. Mais ouais. Mais je pense que c'est très beau, tout ça. Vraiment très beau. Et le ministre qui invite les Béninois à manger ce qu'ils produisent eux-mêmes. Et j'ai bien envie de demander au docteur les avantages à produire soi-même ce que l'on consomme. Voilà, quand vous produisez vous-même, déjà avec ces pots que vous voyez, vous pouvez avoir sur votre balcon ou bien dans l'arrière de votre cou et vous produisez, non produit les plantules qu'on vend. Et vous avez ça, vous avez le tutirage là. Vous maintenez, et chaque fois que vous êtes à la cuisine, vous allez chercher les fruits et vous mangez. Donc c'est vous qui êtes au contrôle de ce que vous mangez. Parce que le producteur, vous n'êtes pas là, il peut pulvériser, il dit qu'il n'a pas pulvérisé. Ça dépend de son honnêteté. Mais quand c'est vous-même qui voulez manger, vous contrôlez. Ce qui est bien possible. Voilà. Mais pour ça, il faut déjà avoir une notion. Hein. Il faut une notion. On forme les gens. Vous avez vu, on a lancé aussi le e-learning. C'est-à-dire, c'est des connaissances basiques que quiconque qui n'est pas du tout agronome peut apprendre déjà. Il suffit qu'on a développé déjà sur la tomate, sur le concombre, on est déjà au 3e. De telle manière que je peux produire la tomate sans être agronome. Oui. Mais les basiques, les choses basiques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tout est dans le e-learning. Donc si Yaman Amégan vient aujourd'hui, il peut passer à l'État acheter sa plante, mettre ça à côté de sa chambre. Bien sûr. On a produit, on en a donné beaucoup. Vous avez quels fruits disponibles là maintenant? On a tout ce que tu peux demander. D'accord. Est-ce que je peux aller encore? Vous avez le piment, vous avez la tomate, vous avez le concombre, les concombres, les aubergines. Vous avez vu les couleurs des laitues? Est-ce que c'est assez tellement varié? La chaîne verte, la chaîne verte, c'est des antioxydants naturels. D'accord. Et j'imagine ça dans un plat. Dans un plat, d'abord la beauté. Pour nous qui raffolons. Et puis ce qu'on va faire, on va suivre Amandine, on va placer une caméra sur elle. On va la voir quand elle ira chercher et puis comment elle va prendre soin de la plante jusqu'au jour où elle va fleurir. Et à la récolte. Madame, moi je suis une passionnée de cuisine. Elle va relever le défi. Non, pas de la cuisine, je ne sais pas si vous êtes passionnée du jardinage. D'abord, il faut aimer faire la cuisine. Et quand vous avez de bons produits chez vous, donc ça là me motive déjà à entretenir. Vous êtes passionné du jardinage? Bon, elle dit puisqu'elle aime la cuisine. Mais quand je regarde la qualité des produits qui sont proposés, elle est tentée. Vous allez prendre les restes de repas pour en faire des fientes, tout ça. Nous avons déjà expérimenté tout ça, bien sûr. Et Amandine, merci mesdames. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous,
Madame Sabouran, on prend plaisir à vous écouter aussi. On espère vous retrouver très prochainement. Alors, tous autant que nous sommes ici, je pense que ça nous est déjà arrivé une fois déjà, hein, où on s'est dit, je fais un tour rapide sur les réseaux sociaux, allez, pour 5-10 minutes vite fait, pour, allez, pour me distraire un peu. Et on se retrouve 1 heure plus tard à scroller, parce que le contenu qu'on nous propose, c'est ça qui nous convient. Tout ceci est basé sur des algorithmes et des filtres qu'on va découvrir avec Marvin Promise. Je fais un tour rapide sur les réseaux sociaux pour 5-10 minutes et nous voilà 1 heure plus tard, piégés dans une spirale infernale de laquelle on s'estirpe difficilement, on est tête baissée, le pouce qui s'acharne dans un geste mécanique du bas vers le haut, surtout sur les réseaux sociaux de diffusion de vidéos courtes comme TikTok. Vous vous rendez compte que la plateforme vous propose du contenu qui vous convient, que vous avez envie de voir. En réalité, tout ceci fonctionne sur la base d'algorithmes et de bulles de filtres. On vous explique comment les plateformes numériques vous piègent. Yasmine, je vous vois venir. On met... la petite anecdote, c'est qu'hier déjà, j'étais rentrée, j'étais tout épuisée. Et je me suis dit, bon, je vais me reposer un peu et puis aller à la cuisine. Malheureusement, j'ai pris mon portable et dit, bon, comme je n'ai pas sommeil, scroller. Mais j'ai fait 1 heure là, sur le téléphone, je ne me suis pas reposée. Et c'est quand je suis allée en cuisine que j'ai la migraine. Voilà. Marvin, bonjour. Bonjour, monsieur Eman. Comment allez-vous? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler d'un sujet, d'une thématique qui touche tout le monde parce qu'on a tous été victimes de ça une fois, même moi y compris. Hein. Parfois, je suis en train de faire mon conducteur, je suis fatigué, je dis, bon, ok, je vois un truc vite fait. Et je me retrouve à faire 30-45 minutes et là, je me dis, mais un peu comme une piqûre de rappel, mais qu'est-ce que tu fais? Parfois même ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir restent jusqu'à tard la nuit, 1h, 2h, 3h du matin, à scroller, on scrolle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ceci fonctionne? Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs. Non. Alors, comme M. Eman l'a dit, les réseaux sociaux fonctionnent sur des algorithmes. Et l'algorithme, en fait, c'est un programme qui trie les contenus susceptibles de nous plaire. Et comment il trie ces contenus-là, c'est quand on a l'habitude d'aller sur un sujet qui nous plaît, peut-être les make-up. Automatiquement, quand on vient de voir une vidéo de make-up, on a liké. Ça envoie un signal à l'algorithme. Et là, automatiquement, vous vous mettez à voir toutes les vidéos de make-up. Et c'est là qu'est le but de filtre. Plusieurs personnes pensent qu'on choisit ce qu'on regarde sur les réseaux, mais c'est faux. C'est en fonction de ce qu'on regarde que les réseaux décident de nous montrer ce qu'eux veulent, mais en fonction de ce que nous, on regarde. Donc, c'est un peu ça, les algorithmes, en fait, nous enferment en plus dans une bulle. Et on ne voit pas la diversité d'opinions, on est là. Bon, on se dit, je suppose qu'on regarde tout le temps des vidéos. Il y a une boucle informationnelle dans laquelle on se retrouve. Voilà, je suppose qu'on regarde tout le temps des vidéos de défense extrême, de tir à l'arc ou bien des trucs de sniping. Tout le temps, on va toujours tomber sur des vidéos de sniping, de personnes qui tirent à 4 km, toujours. Donc, on va penser que c'est la norme, qu'il y a beaucoup de personnes qui tirent à 3 km, mais juste parce qu'en fait, c'est parce qu'on a décidé de regarder une vidéo de sniping que l'algorithme, en fait, nous a recommandé des panoplies. Et sur TikTok, il y en a des milliers, voire même des millions de vidéos. Surtout l'algorithme de TikTok, franchement, c'est extrêmement banger. Il suffit juste de penser à la chose. Exactement. Tu vas sur ton téléphone et c'est la... On se demande s'ils ne lisent pas nos pensées. Exactement ce à quoi tu as pensé. Donc, en définitive, c'est comme si on est des marionnettes. Il y a des marionnettistes invisibles. C'est comme si on est même surveillé. C'est l'algorithme qui décide de ce qu'on va regarder, ce qu'on va faire et tout. Franchement, des fois, ça devient flippant. Exactement, le processus de quand vous pensez à une chose, on se dit que c'est fou. Mais jusqu'en fait, notre cerveau, en fait, l'algorithme est connecté à notre cerveau. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais automatiquement, on pense... On entre dans TikTok, on voit une vidéo, on se dit, mais arrêtez. Ensuite, on scrolle, on voit. Ou encore, si on vient d'installer une application automatiquement dans notre téléphone, Duolingo, on va sur TikTok, on voit une vidéo de Duolingo. Parce qu'en fait, tout est lié. D'où c'est un mélange d'intelligence artificielle et de tri d'informations. Et ça, comme avantage, en fait, ça nous montre quand même des choses. Ça permet de vite trouver nos goûts. Mais les inconvénients sont plus
palpable. Mais parce que quand vous êtes enfermé dans une boucle informationnelle, vous n'avez plus le sens de la répartie. Vous avez l'impression, en réalité, que c'est une pensée universelle, que tout le monde pense comme ça parce que vous n'avez pas d'autres avis contraires. Oui. Notamment si vous êtes une femme comme Yasmine qui défend la cause féminine, qui est féministe à l'occasion. Vous tombez que sur des vidéos de femmes féministes. Donc, voilà, les féministes, vous dites que les VBG, DSSR. Donc, voilà. Du coup, ça crée la radicalisation. On se dit, tout le monde pense comme moi, je vais être dans mon optique, je vais aller dans ce que je pense. Et il y a des personnes quand même qui suivaient beaucoup de contenu sur comment en fait quitter le monde. Quitter le monde. Oui. Oui, en fait, quand ils ont des idées noires, comme on dit. Ils ont des idées noires pour ne pas dire, voilà. De suicide, ils ont des idées de suicide. Voilà, comment quitter le monde. Et comme ils ont regardé une fois, ou bien comme ils ont tapé dans ChatGPT peut-être une fois, ChatGPT se met à leur référencer des vidéos comme ça, ou bien l'IA associée à l'algorithme leur propose des vidéos qu'on a dans TikTok. Et progressivement, en fait, ils ne voient que ça. En fait, des gens qui partent, progressivement, ils l'ont fait. Des gens qui traversent des périodes sombres, en fait, tombent sur des vidéos sombres et ils s'enferment dans cette boucle. Vraiment fort. Un mental d'acier, on se retrouve enfermé dans la bulle d'algorithmes et des personnes en fait ont perdu la vie juste parce qu'ils se sont fait manipuler par l'algorithme. Non, il y a une solution pour sortir de cette boucle. Comment éviter justement le piège des algorithmes sur les réseaux? Il faut prendre la pause digitale. À un moment, il faut prendre la pause digitale. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut éteindre le téléphone. Il faut juste prendre des appels téléphoniques et rester loin des réseaux sociaux pendant un moment. Est-ce que c'est possible? C'est possible, tant qu'il y a une télévision. Là, nous sommes à la SRTV. Oui, vous avez déjà essayé une fois. Je vous assure, 24 heures sans téléphone. 24 heures sans téléphone, sans connexion. Je mets juste mon téléphone sur mode avion. J'informe mon statut. Si vous voulez m'appeler, je suis disponible à partir de tel jour. 24 heures sans téléphone, sans réseau social. Ça, je vais essayer. Je vous assure tout que... Mais il y a même une journée mondiale sans téléphone. Et je vous assure que quand vous le faites, c'est comme si vous reveniez en fait à la réalité. En fait, j'ai l'impression qu'on a perdu, le sens, on a perdu une part de notre humanité, mais on a perdu un peu le sens des choses simples. Le chant des choses simples, aller dans la nature par exemple, aller admirer le coucher du soleil à la plage. Quand on dit ça, on n'a pas besoin d'aller à Bali, on n'a pas besoin d'aller, même aller à Fidj-Rosset, assoyez-vous, observez, marcher, respirer. Je sais pas, mais on a perdu vraiment cette habitude-là. Même vous allez constater qu'aujourd'hui, on organise des sorties et autres. Tout le monde est assis, mais on chacun ne sur son pas. téléphone. Ils sont toujours sur le téléphone. Mais en fait, cette affaire-là est en train de nous déshumaniser. C'est vraiment en train de nous déshumaniser. Et moi, je pense que lorsque vous avez l'impression que lorsque vous n'avez pas votre téléphone pour une demi-heure, vous commencez par stresser, vous êtes malade. Je peux faire l'aller-retour pour juste aller chercher mon portable. En fait, c'est ça. En fait, on s'est plus habitué aux liens sociaux, créer des liens sur les réseaux. Comme je l'ai dit hier, on veut plus connaître des personnes qu'on n'a jamais vues que en fait de vivre avec des personnes qui sont là, sorties, faire des journées sans téléphone. C'est ça qui est en train de tuer beaucoup de jeunes maintenant parce qu'ils sont limités aux likes, ils sont limités au partage, aux commentaires. Quand il n'y a pas, c'est que ma vie est maintenant, au-delà de la pause digitale, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Par exemple, diversifier déjà les sources quand vous allez sur les recherches. Voilà. Quand vous allez sur Internet ou sur les réseaux sociaux, au lieu de rester collé à une seule thématique, diversifier vos centres d'intérêt, les sources d'information. Ça peut aider également. Oui, il faut diversifier les sources d'information, diversifier les recherches et par moment quand même aller dans l'historique des recherches et nettoyer. Tant que c'est là. Tant que c'est là, c'est que tu as déjà vu une fois. Okay. Donc, il y a des chercheurs américains qui ont effectué un travail et ont démontré comment le réseau social X, Twitter, a influencé les élections aux États-Unis. Que vous soyez dans un État simple ou dans ce qu'ils appellent les swing states, notamment ces États, ces fameux États décisifs qui décident du vote. Ils ont démontré comment il y a eu, on a manipulé donc l'opinion sur X dans ces États-là, notamment depuis que Elon Musk a racheté le réseau social. On sait qu'il a roulé pour Donald Trump. Et donc, dans ces fameux États,
ils ont vraiment manipulé l'opinion sur TikTok et ça leur a servi. C'est une recherche sur laquelle je suis tombé. Et pour compléter, même l'histoire des États-Unis, là, énormément de jeunes sont influencés grâce aux réseaux sociaux là-bas. Surtout la radicalisation de la jeunesse. Vous allez voir aux États-Unis, les jeunes, ils sont plus aptes à mener des luttes, à défier le gouvernement et tout ça. C'est parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui alimentent. Et comme eux-mêmes, ils sont dans l'optique de, oui, en fait, je vois ça référence, ils se disent qu'ils peuvent le faire. Il faut dire également que le monde était plus calme sans Internet et les réseaux sociaux. J'avoue, je pense qu'on a connu la meilleure époque. Oui, on s'amusait avec pas grand-chose. Aujourd'hui, appeler avec un forfait appel est presque inutile pour des personnes. Et il y a même des gens qui disent qu'il ne faut jamais les appeler, il faut leur envoyer un message. Je trouve ça assez... Il n'a pas le temps de prendre l'appel. Il veut rapidement dire Marvin. Merci, on va insister vraiment sur l'hygiène numérique et surtout sur la responsabilité des parents qui doivent accompagner les jeunes dans ce processus-là. Bonjour le Bénin, on va marquer une dernière escale avant de retrouver Marcel Arrossi pour la revue de presse. La revue de presse de Marcel Arrossi. Marcel, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous. On parle de Waro, une bataille de civisme qui gagne tout Ouida. La Nation, le quotidien de service public, saisit la plume et signe un récit en clair-obscur, celui d'une démocratie qui se prépare pas à pas, souffle après souffle, dans les ruelles chargées d'histoire de Ouida. Ouida que vous connaissez très bien aussi. Faire de 2026 un moment civique fort, tel est le credo que proclame le mouvement Waro 2026. Le journal le restitue avec vigueur comme une exhortation au pays tout entier. Après Glodjigbe, c'est à la maison de la culture de Ouida que les tambours citoyens ont résonné ce 21 septembre et le quotidien dépeint une foule dense, attentive, avide de comprendre. Le reportage de Jonas Kouyou met en avant un message limpide avant de rêver de bulletin. Il faut franchir la première marche, celle de l'enrôlement après la NIP. La Nation rappelle avec insistance qu'aucune carte, ni CIP, ni CEMOI n'est de trop quand il s'agit de faire vibrer l'urne. La plume du journal note aussi les échos de la salle des participants éclairés, désormais conscients de la puissance d'un simple enrôlement et d'autres encore. Et puis, une pédagogie populaire comme une réconciliation du citoyen avec sa République. Au-delà du meeting, le journal projette un horizon. Waro 2026 ne veut pas seulement rassembler dans l'ombre des cases et des palais. Il entend étendre ses ailes vers la diaspora, vers les Amazones, vers tout le monde, afin que nul ne soit laissé à quai. Et la Nation conclut comme un héros de Glodjigbe à Ouida. La caravane civique avance humble et obstiné, traçant une route vers des élections où l'abstention n'aura pas droit de citer. Merci Marcel pour ce tour rapide. Très rapide. Mais efficace quand même, qui permet de mesurer et de prendre le pouls de l'actualité. Merci, vous passez une excellente journée du mardi. Merci. On se retrouve demain. Avec le même plaisir. Amandine, merci. Merci à vous, Amandine. Et à très vite, Marvin. Merci. À demain pour un autre sujet tout aussi intéressant dans Éducation aux médias. Et voilà qui va mettre un terme à la matinale. Bonjour le Bénin de ce mardi 23 septembre 2027. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de l'intrépide Amazon de la régie, Christelle Sabouran. Retrouvez-nous demain quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici à là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.